S'il y avait des recettes magiques en game design, on ferait tous des super jeux et on est en 2018 et il y a encore des navets qui sortent. Il faut aussi accepter des fois qu'il n'y a pas besoin de game design dans un digital learning. Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast numéro 3 de My Serious Game. Aujourd'hui, Alban, tu as reçu... J'ai reçu Julien Roca, le game designer par excellence de My Serious Game, qui est aussi chargé de projet. Et on a discuté forcément de game design, de level design, de gameplay, des mots qui semblent un peu barbares pour l'information, mais qui sont très très importants quand on cherche à construire des parcours. Très bien, et on écoute ça tout de suite, c'est parti. Bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs s'il te plaît ? Ouais, moi c'est Julien, chef de projet et game designer à My Serious Game. Sachant que mon métier, je suis vraiment à la croisée entre la gestion projet, donc gestion client, planification des tâches dans l'équipe de production et l'expertise en game design, donc surtout l'aspect gamification de nos projets en interne. Est-ce que tu pourrais nous rappeler en une phrase, vraiment définir ce qu'est le game design et ce qu'est le gameplay ? Le game design, c'est un regroupement de toutes les règles fondamentales d'un jeu, que ce soit en macro et micro. C'est vraiment tout ce que va être mon jeu. Mon jeu, c'est quoi ? C'est ça. Un grand déroulé. Le gameplay, c'est comment je vais y jouer. Et de quelle manière. Pour être le plus clair possible, je vais prendre par exemple Tetris. Le game design de Tetris, c'est des pièces qui tombent. Voilà, je peux les tourner. Je dois faire des lignes. Voilà. Je peux faire des combos 4 lignes, des fois si je suis pas trop mauvais. Voilà. Le gameplay, c'est pour pouvoir faire ces lignes, j'ai une croix multidirectionnelle au bas gauche-droite. J'ai un bouton qui permet de tourner la pièce et si je laisse appuyer vers le bas, ma pièce tombe plus rapidement. C'est ça le gameplay. Le game design, c'est la règle. Le gameplay, c'est comment je vais jouer et jusqu'à quel niveau ça va être cool de jouer à ce jeu et à ses règles. Est-ce qu'il y a, en plus du game design et du gameplay, d'autres facteurs à prendre en compte qui en découlent finalement de ces deux concepts ? Oui, c'est ce qu'on appelle le level design. Vraiment, la création d'un jeu vidéo, d'un bon gros serious game, c'est une succession de couches d'expertise. Donc on a le game designer qui va définir un game design document, qui va découler du gameplay et du level design. Encore une fois, pour faire une analogie, pour bien comprendre la distinction, là je vais prendre le cas de Mario, parce que Tetris c'est un peu plus compliqué, mais pour Mario, le game design, c'est j'ai accès à des niveaux, et dans ces niveaux, il y a un point A, un point B, je dois arriver au point B, voilà. Je ramasse des champignons, des pièces, je peux sauter sur des ennemis, voilà. C'est vraiment le game design de base, le core game design. Le gameplay, c'est j'ai une manette au bas gauche droite, je peux courir, je peux marcher, je peux sauter. Si je cours et que je saute, forcément mes sauts sont plus hauts, plus longs. Je peux accumuler des vies, j'ai des power-up avec les fleurs, etc. Voilà. Et le level design, c'est où je fais tout ça. Le level design, c'est là où on va gérer le niveau de difficulté, le niveau d'imprévu, le taux de rétention. Donc ça va être mes niveaux. Qu'est-ce que je mets dans mon premier niveau ? Qu'est-ce que je mets dans le second, dans le troisième, évidemment, un bon level design, on va pas se retrouver avec un premier niveau qui est impossible à terminer et un deuxième niveau tout facile. Voilà. Ça paraît aberrant, dit comme ça, mais c'est un vrai métier de faire ça, de garder... c'est vraiment cette gestion de rythme, voilà, dans le jeu. Et qu'est-ce qui fait que c'est cool ? Qu'est-ce qui fait que les règles de mon jeu, que mon game design est cool ? Il faut un bon level design pour que ça soit amusant. Voilà, si j'avance et que j'ai plein de pièces, il se passe rien... Voilà, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que tu as besoin de tests, d'avoir des retours terrain par rapport à le game design que tu as pensé, créé, le level design, etc. Je ne connais pas de document de game design qui tape dans 1000 dès le départ. C'est un métier très itératif. On est quand même sur du versionning, avec des phases clés où on teste vraiment des fonctionnalités type du jeu qu'on a décidé. Donc ça passe par des phases alpha, alpha 1, alpha 2, et même des pré-alpha des fois, bêta, bêta 1, bêta 2, sachant que dans une bêta, normalement le jeu est complet, c'est juste que il est encore moche, et il y a des bugs, etc., il y a des derniers ajustements. Il y a ce qu'on appelle une candidate to master, donc c'est vraiment la dernière version, elle est candidate donc à être pour une commercialisation,
Et c'est vraiment le moment critique, c'est le dernier moment où on fait les derniers ajustements, et ensuite il y a le master ou gold, voilà, ça dépend chez qui on travaille, où là on revient plus en arrière. Mais pour ça, effectivement ça passe par des phases de tests, de recettage, on appelle ça des tests qualité, et là le jeu est déployé soit en interne, c'est quand même important de le déployer aussi en interne pour faire participer tout le monde, mais aussi à des gens qui sont complètement extérieurs au projet, et qui vont prendre de plein fouet. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit les carences. C'est compliqué dans des gros projets, 6-8 mois de développement, d'avoir un vrai recul, même avec 15 ans de métier. Voilà, c'est commun des mortels, c'est comme ça, il faut en tenir compte. Donc oui, il y a des phases de test. Comment le game design, enfin tout ce que tu as eu comme expérience avant, comment ça contribue à tes projets aujourd'hui dans la création, la réflexion ? C'est en cohérence avec finalement l'appétence et la demande des clients. Autant dans le digital learning, je vois l'apport dans tout ce qui est écriture du parcours utilisateur, de tous ces leviers de gamification, mais on va dire, on est quand même dans les basiques. C'est pas forcément des jauges, hein, ça peut être dans la structure d'un projet, parce que le game design, c'est aussi de la méthodologie de montage projet, digitaux ou non. Ça peut être un jeu de cartes, un jeu de société. Le game design, c'est très large, mais on sent une orientation orientée vraiment très, très tech. Je prends le cas de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, mais aussi finalement très jeu vidéo, sans faire du name dropping. Il y a quand même des clients qui s'orientent vers de l'application slash jeu sur du challenging interne entre les commerciaux. Donc là on est vraiment dans du jeu vidéo finalement, sauf que l'univers est charté à la société et il y a un vrai but, que ce soit de challenging en interne, de parcours d'intégration ou d'apprentissage, l'histoire d'une société ou autre. Donc on peut pas travailler sur ce type de projet si on n'a pas cette expertise de game designer et de gamer. Est-ce que tu aurais des exemples concrets d'un peu des références dans le game design, des jeux ou autres ? On comprend vraiment l'intérêt ou comment ça fonctionne réellement. Il y a des jeux sur lesquels on peut faire des analogies avec la formation ou au moins l'apprentissage ou des méthodes d'apprentissage. Bon, il y a des jeux d'aventure en général. Un exemple assez connu finalement, c'est Myst, qui est un jeu qui est assez vieux maintenant, mais dans lequel, un jeu très immersif en vue subjective, donc on est vraiment dans les yeux du personnage. On peut se déplacer un peu partout, on peut regarder partout, et on enchaîne finalement des énigmes. Mais dernièrement, il y a un jeu indépendant que j'ai pas mal conseillé en interne, qui est The Witness, qui est vraiment sur comment le cerveau assimile des règles, comment j'assimile un langage et comment je m'en sers pour avancer. Donc on est vraiment... on est dans une sorte de frontière entre finalement le jeu, parce que c'est un jeu qui est vendu comme un jeu, et le serious game. Le serious game, c'est pas uniquement de la formation, ça peut être autre chose, passer un message, un jeu qui a un but plus noble, où on va plus loin que sur le challenge finalement d'un joueur. Donc The Witness, on est vraiment sur comment le cerveau assimile, comprend et décortique une certaine manière d'appréhender déjà son environnement et un langage. C'est un jeu que j'invite à tout le monde à jouer, n'importe qui peut y jouer, hein. C'est très simple, on ne meurt pas, il n'y a pas de points, c'est vraiment un jeu d'exploration dans lequel on va apprendre des règles, et grâce à ces règles, on va pouvoir avancer dans le jeu. Donc là, c'est un bon exemple de ce que peut être le serious game. Un sujet un peu moins fun, il y a The Dragon Cancer, alors il me semble que c'est ça le nom, où c'est un père de famille qui a créé un jeu sur comment, avec sa femme, ils ont vécu le cancer de leur fils, qui est décédé depuis. C'est un jeu qui a reçu beaucoup de prix dans des festivals de jeux indépendants et non indépendants, aussi professionnels. On citait l'E3 par exemple, qui est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Donc là, on est vraiment dans une aventure narrative et plus sur la psychologie des parents. Comment ils ont vécu ça, comment ils ont interagi avec leur enfant jusqu'à la fin. Bon, alors attention, je suis en train de casser l'ambiance, ça a l'air d'être pas du tout fun, mais c'est assez bluffant quand même ce qui a été fait. C'est un jeu qui a des valeurs ludiques qui sont très pauvres, en dehors des interactions, call in, call out, enfin bref,
Des choses très simples où j'ouvre un tiroir, je prends un objet, je parle à quelqu'un, voilà, ça va pas plus loin, comme je disais tout à l'heure, pas de score, etc. Mais on est dans un serious game. C'est là où j'essaye d'appuyer, c'est que nous on fait du serious game orienté professionnel, mais le serious game ça existe depuis les années 90, voire fin 80 déjà. Un jeu sérieux, c'est un jeu qui n'a pas forcément vocation à être amusant. C'est un jeu qui passe un message ou fait apprendre quelque chose. Comment, dans quelle mesure, du coup, le game design va contribuer à faire passer le message, le bon message à la bonne personne ? C'est un point d'ancrage pédagogique. Si je peux faire une analogie, vraiment le game design au sein des cabinets de d'e-learning ou digital learning ou de formation, nous on va être un peu on va être la tronche du train dans lequel il y aura de la pédagogie. Actuellement, de ce que je vois même dans les salons, c'est qu'on balance de la pédagogie et finalement on met les wagons dans le désordre, on s'en fiche un peu de la tronche qu'il a, et les gares c'est pareil, on s'en fiche. Le travail du game designer, c'est de choisir le bon train, le bon wagon, le bon ordre et la bonne direction. Nous, c'est comment on va donner du rythme, comment on va donner du sens et du contexte à cette pédagogie qui est transmise à l'apprenant et comment on va capter son attention et la retenir avec la gestion de rétention et la gestion du rythme. Donc finalement, nous, notre travail, il est là, c'est l'accompagnement de la pédagogie pour être sûr qu'on arrive à destination. D'accord. Est-ce que pour toi, il y a une recette magique, entre guillemets, quand on pense à un univers où on va y mettre du game design, ou tout dépend de la formation souhaitée ou autre ? Non, c'est vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas de recette magique, et s'il y avait des recettes magiques en game design, on ferait tous des super jeux, et on est en 2018 et il y a encore des navets qui sortent. Donc même si c'est un métier qui s'améliore, on arrive à converger quand même avec des règles de base, des choses dans lesquelles il ne faut pas diverger. On est vraiment sur du sur-mesure, on part sur une idée de gameplay, ce qu'on appelle le core gameplay, une idée qui est moteur tout le long d'une formation, tout le long d'un jeu vidéo. Pour donner une analogie, dans Mario, le core gameplay, c'est j'ai un personnage, je suis en vue de profil, je saute et je peux sauter sur des ennemis. À partir de là, je déroule plein d'idées de gameplay. C'est ça le core gameplay. À partir d'une idée, il y a des règles de game design tout de même à respecter, mais il n'y a pas de recette miracle. C'est comme en cinéma, finalement un succès, des fois on le prévoit pas vraiment. Je prends un cas concret que tout le monde connaît, je prends La Reine des Neiges. C'était pas du tout prévu chez Disney que ça soit un carton aussi important, qui a dépassé Le Roi Lion, qui était au sein même de Disney, pour eux le film qui n'allait jamais dépasser. Ils n'ont jamais réussi. Et La Reine des Neiges, Disney eux-mêmes ne peuvent pas expliquer pourquoi. Alors il y a eu l'effet, la chanson, Libérer des rues, etc. Mais ça va au-delà de ça quand même. Pourquoi ça a autant marché ? C'est le grand point d'interrogation. Des fois un succès, ça ne se prévoit pas. D'accord. En game design c'est pareil. Des fois un bon game design, ça ne se prévoit pas. Vraiment. Minecraft, c'était pas prévu que ça marche autant. C'était un petit jeu indépendant, réservé à un certain groupe de développeurs qui se l'échangeaient dans des forums. Il faut voir à tel point ça a explosé. Enfin c'est un succès insolent, alors que le créateur, le développeur lui-même n'y était pas vraiment préparé. Ce qui a été sujet à des burn-out et une grosse dépression de sa part, mais on ne peut pas toujours prévoir un vrai succès. Je reviens sur les formations. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier alors ? C'est penser le gameplay, penser le game design. Comment ça s'imbrique ? Comment ils vont s'imbriquer les uns avec les autres ? En termes de méthodologie, on va dire alors on va pas donner toutes les clés, hein, mais on va dire que dans les grandes lignes, ça part d'un brainstorming avec le client ou le collaborateur, ça passe dans les mains du chef de projet et des ingénieurs pédagogiques / game designer, qui sont deux métiers finalement qui ont beaucoup de similitudes. Pour moi, l'ingénieur pédagogique, c'est un peu le game designer des métiers du jeu vidéo. Et à partir de là, l'ingénieur pédagogique, le game designer et le chef de projet traitent les données clients, traitent les données de la formation, les concentrent et essayent d'en faire des catégories, d'en faire des briques. Et à partir de ces briques-là, quand on a un visu sur « Ok, ce que je dois transmettre à l'apprenant, je connais l'objectif et je sais ce que je dois transmettre », tout ça, j'en ai fait des briques. Et à partir de là, je vais monter un scénario et une idée de game design. Et là, après, on déroule. D'accord. Donc on intervient quand même au lancement d'un projet.
C'est plus compliqué en plein milieu d'un projet, quand un chef de projet ou un ingénieur pédagogique a déjà fait pas mal d'idées, a travaillé un peu, sans être péjoratif, un peu dans le flou, avancer au fil de l'eau, c'est compliqué de revenir en arrière. Voilà, c'est un peu comme si on est en train de bâtir une maison, on est en train de faire l'étage, et finalement on décide qu'il n'y a pas de salle de bain au rez-de-chaussée, qu'il faut tout faire à l'étage. C'est un peu compliqué quand tout est déjà fait au rez-de-chaussée. Faut tout repéter, faut remettre une colonne sèche, voilà, c'est un coût, c'est clairement une erreur d'organisation et de méthodologie. C'est pour ça que le game design intervient très tôt. Il faut aussi accepter des fois qu'il n'y a pas besoin de game design dans un digital learning. Comment tu vas faire pour toi te dire là il n'y a pas besoin de game design, on va partir sur autre chose? Tout simplement parce qu'il y a des clients qui n'en veulent pas. Quand on a une problématique d'un client, enfin c'est pas forcément une problématique, c'est juste une autre audience. Il y a un PPT, j'ai envie de le digitaliser, basta, je vais en faire une web série, je vais en faire un tournage d'une vidéo pour la diffusion en interne par le biais d'un mail. C'est des formations, c'est des types de transmissions qui existent, et donc il n'y a pas besoin de game design. Là où les métiers du jeu vidéo peuvent servir, c'est tout ce qui est plus dans le plan communication, par exemple en interne, où on peut s'inspirer des plans com qu'on trouve pour des jeux type free-to-play, donc les jeux gratuits, où il y a une gestion de la communication étalée dans le temps pour essayer de maintenir un certain niveau de rétention, faire des rappels, envoyer des notifs push, faire des mini-jeux, faire participer des gens à des quiz, plutôt des sondages, je dirais. Quels que soient les jeux, je pense que tout le monde télécharge, genre Candy Crush, etc. On a souvent des notifs push, tous les 2 mois il y a des mises à jour qui sont liées à de l'événementiel, ça peut être Noël, ça peut être Pâques, etc. Tout ça c'est des stratégies de com qui sont prévues bien avant la sortie du produit, qui sont chiffrées, etc. Et ça, en communication interne au sein d'une société, pour amener de l'apprenant sur une formation que moi, client, j'ai acheté pour ma propre société, ça permet d'être sûr de les hameçonner. Voilà, de faire l'hameçonnage comme ça d'apprenants, et que voilà, j'ai une bonne gestion de mon parc d'apprenants, je sais qu'ils vont faire la formation, je les rappelle, pas d'excuses, on a communiqué dessus, si t'y es pas, c'est que t'as pas voulu y aller. Okay. Merci beaucoup Julien. De rien. Est-ce que pour finir, on a l'habitude de faire ça, tu pourrais nous donner la tendance pour toi de 2018 dans l'information? Alors les nouvelles technologies c'est très large. Alors on va beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'abus de langage sur l'intelligence artificielle, et je pense qu'on n'est pas prêt. 2019 ce sera pas l'année de l'intelligence artificielle, je le vois pas, je le vois vraiment pas, c'est pas encore assez mature. Par contre, dans le domaine de la formation, je vois vraiment tout ce qui est formation collaborative, online, avec des environnements virtuels dans lesquels les gens se retrouvent et qui évoluent. Je joue à ma formation le lundi, le jeudi, il y a des nouvelles choses. C'est différent. Mes collaborateurs ont ajouté du contenu, ou on fait évoluer le jeu, donc des univers persistants, mais dans le milieu de la formation. Et je sens que petit à petit, on s'achemine vers ce genre finalement d'écosystème un peu genre un Sims, voilà, dans une société où il y a des formations qui s'incrémentent, on y retourne avec encore notre personnage, avec notre compte et nos points, avec des systèmes de parrainage, etc. Un mélange de réseau social et de formation virtuelle. Pour moi, 2019, on est sur le collaboratif en ligne. Super. Merci Julien. De rien, à bientôt. À bientôt pour un prochain podcast. Merci.